Перспективы у этого раунда переговоров неплохие, я бы даже сказал, хорошие. Шансы велики. Они, наверное, не стопроцентные, никогда не бывает стопроцентной уверенности. هیچ راهی برای دنیا وجود نداره جز مذاکره با نمایندگان ملت ایران و این راه مذاکره به توافق نهایی منجر خواهد شد امروز یا فردا. האיום הגדול ביותר על ביטחוננו ועל עתידנו היה ונשאר ניסיונה של איראן להתחמש בנשק גרעיני. ההסכם המתגבש בלוזאן סולל את הדרך לתוצאה זו. On continue à parler bien sûr de l'Iran, de ce dossier du nucléaire qui avance à très petits pas, lentement comme le disait l'un des négociateurs iraniens d'ailleurs ce soir à Lausanne, où vraisemblablement il va falloir aller au-delà de la date butoir du 31 mars pour tenter de parvenir à un accord. Les négociations vont se poursuivre en tout cas une partie de la nuit, on continue d'en parler, mais on va également s'intéresser à ce qui était l'événement politique du jour, eh bien l'entrée en vigueur de la nouvelle Knesset, celle qui sort des élections du 17 mars dernier en Israël, des 120 députés élus qui ont été aujourd'hui invités à prêter serment. On va en parler avec vous, Mireille Rossmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, spécialiste donc en relations internationales. Emmanuel Navon, bonsoir. Bonsoir. Professeur de relations internationales également donc sur ce plateau. Et Dror Even-Sapir, notre analyste politique. Bonsoir Dror. Bonsoir. Vous étiez d'ailleurs à la Knesset pour suivre cette cérémonie de très près aujourd'hui. On y revient en images avec Maxime Pérez. La 20e Knesset n'a pas encore commencé ses travaux, mais ce mardi, ces 120 députés ont été intronisés. 120, donc 40 nouveaux élus et près de 29 femmes, soit un quart de l'Assemblée. Chacun a prêté serment à tour de rôle, puis le député travailliste Amir Peretz a pris la parole. Le temps de quelques dizaines de minutes, il eut le privilège de diriger la Knesset et cette séance très protocolaire. L'occasion d'interpeller le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il vous revient de puiser dans toutes vos ressources pour que le monde occidental, et en priorité les États-Unis, se tiennent à nos côtés avec force et détermination, comme ils l'ont fait ces dernières années. Et face à l'axe Lausanne, Iran, Yémen, il vous revient de bâtir l'axe Riyad, Amman, Ramallah, Le Caire. Après avoir entonné l'hymne israélien dans l'hémicycle, les députés de la Knesset se sont retrouvés dans la salle Chagall, en présence du président de l'État, Reuven Rivlin. Pour inaugurer son 4e mandat comme Premier ministre, Benjamin Netanyahou a prononcé un discours attendu. Au moment où les négociations doivent rendre leur verdict à Lausanne, il a de nouveau insisté sur la menace nucléaire iranienne. Ce que je dis ici, de nombreux pays de la région l'approuvent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais d'une grande partie d'entre eux. Ces pays comprennent la menace iranienne et voient à leur porte d'autres menaces provenant de l'islam radical. La cérémonie d'investiture de la 20e Knesset s'est achevée en musique et par un toast donné par son président Yuli Edelstein. Le Parlement israélien reprendra ses travaux dès la formation du nouveau gouvernement. Déjà, ses premières séances s'annoncent agitées. Un projet de loi porté par le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, vise à imposer la peine capitale aux terroristes. Voilà donc pour ce résumé de cette cérémonie qui a été bien plus longue évidemment de Dror Even-Sapir. On parle de quoi d'ailleurs dans une cérémonie telle que celle-là? On parle politique déjà ou on parle dossiers internationaux comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Iran? On parle des deux, mais et ça a été le cas de Benjamin Netanyahou qui, dans son discours dans la salle des vitraux Chagall devant les 120 députés de la Knesset, eh bien, il a évoqué à la fois les questions politiques. Il a dit que son gouvernement était ouvert en fait à tous les partis, qu'il a invité tous les partis politiques représentés au Parlement à le rejoindre pour cette nouvelle coalition. Bon, on verra dans quelle mesure cette invitation sera suivie des faits. On ne sait pas encore si on se dirige vers un gouvernement restreint ou vers un gouvernement d'union. Et d'ailleurs, beaucoup de députés donc ne savaient pas s'ils allaient siéger finalement dans les rangs de
l'opposition ou dans ceux de la majorité, il y a encore une incertitude là-dessus qui est très grande. Et Netanyahou dispose encore de plusieurs semaines pour constituer son 4e gouvernement. Et dans son discours, Netanyahou a également parlé des questions sociales qui ont été on s'en souvient, central dans la campagne électorale. Il s'est engagé à faire en sorte que le coût de la vie, que le coût du logement baisse au cours de cette nouvelle législature. Et puis, bien évidemment, on l'a vu, il a parlé des questions internationales, de la question de l'Iran, bien évidemment, avec l'accord qui est en train d'être négocié à Lausanne. Et il a réaffirmé son credo en disant notamment que, d'après les termes de l'accord qui pourrait être conclu à Lausanne, eh bien, si cet accord est signé, selon Netanyahou, l'Iran pourrait devenir en l'espace d'un an, peut-être même moins, une puissance nucléaire. Et il faut éviter à tout prix cette échéance. Alors justement, ça a été aussi au centre de la campagne qui vient de s'achever. Est-ce que ce qui est en train de se passer à Lausanne, cette situation qui ressemble quand même à un blocage, ou en tout cas un passage très difficile, montre que Netanyahou a raison là-dessus, Mireille Haussmann? Est-ce que vous lui donnez raison depuis le début? Est-ce que c'est lui qui a raison de crier que l'Iran est en train de berner tout le monde? Je pense qu'il a relevé ce problème et il a raison avec ce problème. Le problème est comment il a traité pendant le temps, parce que comme on crie au loup et finalement le loup arrive quand on ne le croit plus. Oui, je pense que c'est très important. Même dans l'autre partie de l'Union sioniste, on a parlé de dossier iranien. Même on a vu la France, Laurent Fabius, avec les questions qui se posent et qui voulaient pas, qui étaient encore contre l'accord s'il n'y aura pas 3 points essentiels. C'est un dossier très important. On l'a vu déjà. C'est un dossier qui traîne depuis quelques années. On a vu déjà l'année dernière, quand le président François Hollande était en Israël, on avait encore les mêmes négociations et sur le dossier iranien, Israël et d'autres pays est sur la même longueur de l'onde. Pas avec peut-être l'administration des États-Unis, le président Obama, mais il y a le Congrès aussi. Et John Kerry veut arriver à tout prix à un accord ce soir pour ne pas retourner aux États-Unis, avoir le Congrès qui peut passer de lois, des sanctions. Il y a beaucoup de paramètres dans ce jeu. Et même là, on vient d'attendre que c'est plus le deadline à minuit ce soir. Ils vont essayer toute la nuit de trouver quelque chose. On a le sentiment qu'on tire de tous les côtés pour arriver à quelque chose à tout prix, mais qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui ne sont pas encore accepté ou accordé. Emmanuel Navon. Je pense que vous avez dit le mot est à tout prix. Et là, le problème de ces négociations, c'est que du côté de l'administration Obama veut un accord à tout prix. Et ça, les Iraniens le comprennent. En dépit du fait que, et ça, c'est ce qu'avait dit également Netanyahou dans son discours au Congrès, en dépit du fait que dans cette négociation, la puissance qui est en position de force, ce sont les États-Unis. Mais les États-Unis se comportent comme en position de faiblesse parce que Obama veut d'un accord à tout prix. Cela, les Iraniens le comprennent et cela influence la psychologie des négociations. Dernier point, la raison pour laquelle ces négociations sont si difficiles et ne cessent de traîner, que les deadlines ne cessent d'être repoussés, c'est la preuve ultime que le programme nucléaire iranien est militaire. S'il n'était pas militaire, il n'y aurait pas une telle difficulté dans les négociations. Et la raison pour laquelle ils ne cessent de pousser et de pousser et de pousser, c'est qu'ils veulent absolument avoir un accord qui ne sera pas vérifiable, qui leur permettra d'arriver à la bombe en moins d'1 an sans que les États-Unis puissent les arrêter, mais surtout lever les sanctions immédiatement. C'est cela qui, bien entendu, est inacceptable. C'est cela que les Iraniens veulent et c'est cela qui, malheureusement, le président Obama semble être sur le point d'accepter. On se demande toujours ce que fera Israël, effectivement, si un accord est signé ou si il y a un blocage et que l'Iran persiste là-dedans. Est-ce qu'on a des pistes aujourd'hui? Est-ce que Netanyahou a autre chose dans son sac aujourd'hui? Déjà, il y a un problème de calendrier, un problème de timing, parce que effectivement les deadlines sont repoussés sans cesse, mais on sent quand même qu'on s'approche du moment de vérité et qu'on s'approche plutôt de la signature d'un accord que d'une crise des négociations. Et là, Benjamin Netanyahou dispose de plusieurs semaines pour former son nouveau gouvernement. Et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concordance entre ces deux calendriers, que l'urgence peut-être aurait voulu qu'un gouvernement, que le nouveau gouvernement Netanyahou puisse se constituer dans les plus brefs délais pour que il y ait une voix claire qui vienne d'Israël et qui soit en mesure de peser sur ce qui est en train de se passer à Lausanne. Mais visiblement, les négociations sur le nucléaire iranien vont se conclure avant que le nouveau gouvernement israélien soit constitué et mis en place. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ce qui
qui est en train de se passer entre l'Iran et la communauté internationale va influencer sur les négociations sur la formation du nouveau gouvernement, parce que lorsque j'ai parlé tout à l'heure avec plusieurs députés à la Knesset, et je leur ai demandé on the record, off the record, s'ils pensaient qu'un gouvernement d'union nationale était un scénario envisageable, voire même probable, j'ai obtenu des réponses qui allaient un petit peu dans tous les sens, en fait. Et encore une fois, peut-être que Benyamin Netanyahou veut effectivement gouverner avec son opposition, à savoir l'Union sioniste, le centre-gauche, pour pouvoir peser, s'il est encore temps de le faire, s'il est encore possible de le faire, d'une manière un petit peu plus efficace, pour avoir une oreille un petit peu plus attentive de la part des pays occidentaux, des pays européens et des États-Unis. Peut-être que il est tout à fait dans son intérêt, peut-être aussi dans l'intérêt d'Israël, et c'est en tout cas ce que pensent et ce que disent en coulisses certains députés, même de l'opposition, qu'il y ait un gouvernement d'union, de manière à ce que Benyamin Netanyahou soit, et ce qu'il dit contre le nucléaire iranien, soit mieux accepté par la communauté internationale. Ouais. C'est un scénario possible ou pas ? Je veux dire plusieurs choses. D'abord, M. Herzog a dit cet après-midi, clairement, fermement, il a fait une déclaration, il a dit il va vers l'opposition et pas vers un gouvernement d'union nationale. Mais on dit don't say never, never. Ouais. En plus, Shali Yakhimovitch, pareil. On a dit aujourd'hui... Elle a dit pareil, on lui a posé la même question et elle a dit on n'a pas les mêmes points de vue avec le gouvernement et il n'y a pas une telle proposition sur la table et on n'y va pas. Je suis d'accord avec Dror. Du côté peut-être pour l'État d'Israël, si on pense à l'État d'Israël, ça aurait été très bien d'avoir un gouvernement de l'Union. Mais ça aurait été le cas s'il y avait les mêmes mandats que reçus les deux côtés. Et là, on aurait une autre situation. Dans la situation actuelle, on va vers un gouvernement droite assez droite et serré. Et c'est vrai, s'il y avait d'autres éléments, peut-être le monde aurait compris autrement. Mais il faut voir... Les négociations en Iran, en fait, il y a un tableau, il y a plein de pays qui courent pas à signer parce qu'ils veulent telle chose qu'on n'arrive pas à avoir. Il y a tous les pays, il y a récemment, il y a 2-3 jours, il y avait tous les pays arabes, en Sharm el-Sheikh, qui a beaucoup de pays de la région qui sont plutôt de côté d'Israël. On a ce qui se passe maintenant au Yémen avec la bagarre, les combats en Yémen entre ceux que l'Iran soutient et ceux que l'Arabie Saoudite et l'Égypte et autres coalitions soutiennent. C'est très hallucinant de voir d'un côté Iran, elle n'influence pas que le Yémen. Je pense que c'est un ministre de la Turquie ou autre qui a dit qu'elle veut régner sur la région entière. Et en fait, l'Iran, elle est derrière tout. Elle est sur les frontières en Syrie, au Liban, dans tout le monde. Et comme j'ai l'impression qu'on ne voit pas ça, on ne met pas les liens entre tout ça. D'un côté, à Lausanne, tout le monde court à un accord, bien sûr, parce que M. Obama, il veut un accord à tout prix. Et de l'autre côté, le même Iran tire le ficelle dans tous les autres pays. Manuel Navon, union nationale ou pas, pour contrer justement cette hégémonie de l'Iran, cette menace iranienne ? Vous savez, un éventuel gouvernement d'union entre le Parti travailliste et le Likoud, c'est pas ça qui va arrêter l'hégémonie iranienne au Proche-Orient. Soyons réalistes. Si Israël avait la capacité d'arrêter l'influence iranienne au Proche-Orient par le biais d'une union nationale, ça fait longtemps qu'on l'aurait fait. Maintenant, en ce qui concerne les différents scénarios de coalition, vous l'avez dit, never say never. En politique, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et les déclarations des hommes politiques, en général, sont plus une indication du contraire que de ce qu'ils disent. Ça aussi, c'est une donne fixe de la politique. Mais il faut bien comprendre que le scénario, la première fois qu'il y a eu un tel scénario en Israël d'union nationale en 1984, c'est parce que le Parti travailliste et le Likoud, à l'époque, étaient arrivés à égalité et qu'il n'y avait pas de possibilité véritablement de former d'autres coalitions. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a très clairement une coalition de 67 députés autour du Likoud et des partis satellites. Donc théoriquement, le Premier ministre n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Alors, il n'est pas impossible qu'il le souhaite cependant, et qu'il propose les affaires étrangères à Yitzhak Herzog et d'autres portefeuilles
pour faire face aux pressions internationales qui vont arriver sans aucun doute. Mais, encore une fois, on ne peut pas savoir. C'est une possibilité, mais même un gouvernement d'union nationale ne sera pas plus à même, à mon sens, de faire face aux défis stratégiques d'Israël. Alors, on continue d'en parler évidemment avec vous. À l'instant, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères à Lausanne, déclare qu'il va certainement y passer la nuit. Je crains qu'on y passe la nuit d'ailleurs, parce que c'est pas de gaieté de cœur, évidemment. Alors, parmi les options évidemment retenues en cas d'échec, c'était celle de durcir les sanctions économiques sur l'Iran. L'Iran qui subit déjà l'effet de ces sanctions économiques, qui le frappe depuis plus d'une dizaine d'années. Comment cela se répercute-t-il justement sur le fonctionnement de l'économie et notamment de la stratégie militaire de l'Iran? Explication Mathias Sidbar. Un marché de 80 millions de personnes, troisième producteur de pétrole au monde, et des relations étroites avec les plus grandes puissances comme la Chine et la Russie et des États émergents comme l'Inde et le Brésil. Alors pourquoi l'Iran connaît un tel marasme économique? Certains y verront les effets des sanctions imposées par la communauté internationale, d'autres y pointeront du doigt plutôt les fardeaux de l'économie iranienne et surtout ce pourquoi l'Iran, une fois ces mêmes sanctions levées, inquiète les Occidentaux. Premier fardeau, les dépenses de son programme balistique. Si des milliers de Fajr sont fournis au Hezbollah libanais et au Hamas palestinien, d'autres accords faramineux peuvent inquiéter. En 2009, la Corée du Nord vend au Pasdaran sa technologie de missiles intercontinentaux. Coût pour l'Iran, 11 milliards de dollars. Deuxième fardeau, le budget consacré à l'appareil militaire. Il devrait s'élever à 20,7 milliards de dollars, ce qui représente 23,3% du budget de l'État. Devrait, parce que l'interventionnisme iranien en Syrie aurait déjà coûté au régime de Mollah 17 milliards de dollars. Un budget d'1,5 milliard de dollars serait alloué chaque mois au combat contre les djihadistes et autres rebelles syriens. À cela, il faut ajouter le soutien financier au Hamas de l'ordre d'1 milliard de dollars et les quelques 30 milliards de dollars au Hezbollah au cours des 30 dernières années. Troisième fardeau, le coût de son programme nucléaire. Officiellement, il s'élève à 207 millions de dollars. Selon la plupart des experts, le volet militaire de ce programme controversé serait pourtant évalué à plus de 100 milliards de dollars. Une stratégie agressive qui plombe l'économie iranienne. Avec la levée partielle des sanctions, cela lui donnerait au contraire un poids supplémentaire pour renforcer sa puissance. Alors voilà, renforcer les sanctions économiques, c'était une des options demandées par Netanyahou au Congrès américain notamment. Ce serait une solution à votre avis ? S'il n'y a pas d'accord, si on voit que les Iraniens sont de mauvaise foi? C'est une des points sur lesquels il y a tellement de divergences. Maintenant, on le voit parce qu'en fait, la France, l'Allemagne, d'autres pays ont dit on n'enlève pas les sanctions, toutes les sanctions tout de suite, on va le faire dans des périodes graduées, etc. Et en même temps, il y a encore, est-ce qu'on attend 10 ans, 15 ans? Alors c'est exactement le point sur lequel, et je reviens à ce que je dis tout à l'heure quand je commençais à parler, comme le président Obama et John Kerry veulent un accord à tout prix, c'est aussi pour éviter que John Kerry rentre aux États-Unis sans un accord maintenant. Et là, il permet au Congrès de passer tout ce qu'ils n'ont pas passé jusqu'à maintenant. Cela veut dire la loi pour amener un accord au Congrès qu'il accepte l'accord, qu'il vote l'accord. Après, qu'il y aura des sanctions du côté du Congrès. Et c'est évident que si, là, vous dites que M. Fabius a dit qu'ils vont passer la nuit, on a dit jusqu'à minuit ce soir, après c'est jusqu'à demain matin, après je ne sais pas quand. Et aujourd'hui, j'ai déjà attendu, il y a différentes... On voulait avoir un accord, même un accord pas final, mais là on laisse l'interprétation à chacun qu'on veut. Et pour les Iraniens, c'est juin-juillet où ils veulent l'accord, pas maintenant. Mais ça ne va rien changer. On aura le même problème, la même divergence, les mêmes points qu'on n'a pas résolus. Et franchement, entre maintenant et demain matin... S'ils n'ont pas arrivé à résoudre ces points essentiels jusqu'à présent, il y a tellement de divergences entre les dirigeants de différents partis de l'Europe et d'autres, je ne vois pas comment ils sont assez loin à mes yeux. Parce que l'Iran veut qu'on enlève les sanctions, il n'y aura pas des observations, ils peuvent avoir l'arme nucléaire dans une année, et bien sûr que l'autre on comprenne. Et on a vu déjà, il y a M. Fabius et autres qui ont dit, on ne peut pas croire l'Iranien, parce qu'ils ont déjà joué ce jeu plusieurs fois. Alors, avant de continuer, on va retourner à la Knesset à Jérusalem, retrouver Daniel Haïk, qui a donc suivi cette cérémonie déjà aujourd'hui, et qui est ce soir donc avec ce nouveau Parlement, 120 députés. On ne se met pas au travail, évidemment, pour l'instant, Daniel Haïk, parce que les députés sont là, mais il n'y a pas de gouvernement encore, il n'y a pas de nouveau gouvernement.
Jean-Charles, je ne vous ai pas très bien entendu, mais je pense que vous me posiez une question concernant la formation du gouvernement. Effectivement, la Knesset s'est réunie, la 20e Knesset s'est donc réunie solennellement aujourd'hui, mais les tractations pour la formation de ce gouvernement de Binyamin Netanyahou se poursuivent. D'ailleurs, dans son discours dans la salle de réception de la Knesset, le Premier ministre a affirmé que sa porte était ouverte à l'ensemble des formations de l'échiquier politique israélien. Cela peut sous-entendre que le Premier ministre ne serait pas opposé à voir des partis comme l'Union sioniste ou même comme Yair Lapid, le parti de Yesh Atid, de venir rejoindre sa coalition gouvernementale. Il faut préciser que si pour une partie des partenaires, des futurs partenaires naturels entre guillemets de Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire les partis orthodoxes comme le judaïsme unifié de la Torah ou alors le parti Chasse, eh bien il semble que les négociations vont bon train et qu'elles devraient aboutir dans les prochains jours, ou peut-être après la fête de Pessah. Eh bien, il y a plusieurs difficultés, en particulier avec le parti de Naftali Bennett, le foyer juif. Ce n'est pas nouveau. Déjà en 2013, Binyamin Netanyahou avait rendu la vie difficile à Naftali Bennett et il l'avait indirectement contraint à conclure une alliance avec Yesh Atid pour s'imposer à l'intérieur de ce gouvernement. Et là, Binyamin Netanyahou fait un peu les gros bras avec Naftali Bennett. Il essaye de faire redescendre les enchères que Naftali Bennett a fait augmenter au cours des derniers jours en exigeant par exemple le portefeuille de la défense ou celui des affaires étrangères. Il essaye de faire baisser les exigences de Naftali Bennett en sous-entendant qu'il pourrait faire entrer dans la coalition gouvernementale l'Union sioniste ou le parti de Yair Lapid afin de former un gouvernement qui serait élargi. Alors tout cela, ça fait partie des tractations. Il y a encore 3 semaines pour Binyamin Netanyahou pour que Binyamin Netanyahou forme son gouvernement. S'il n'y parvient pas, il aura encore 2 semaines supplémentaires. Il y aura une pause probablement, ou en tout cas des négociations plus réduites au niveau de leur intensité pendant la fête de Pâques, de la Pâque juive. Mais ces négociations devraient se poursuivre. On a du mal à imaginer que Binyamin Netanyahou ne parvienne pas à former son gouvernement majoritaire avec les formations de la droite ou de la droite plus idéologique. Mais tout est possible en politique israélienne et bien entendu, donc l'option d'un gouvernement élargi reste toujours à l'ordre du jour. Elle pourrait le devenir de manière plus intense après la fête de Pessah. Merci Daniel Haïk, en direct donc de la Knesset. Gouvernement à droite, c'est la logique évidemment de sortie des urnes, on va dire, de ce qui était sorti de ces élections. Le résultat des élections est on ne peut plus clair. Comme je l'ai dit, il y a une coalition potentielle de 67 députés. La question de savoir maintenant quels sont les calculs politiques du Premier ministre. Il a effectivement, comme l'a rappelé Daniel Haïk, une sorte de bras de fer politique avec le parti de Naftali Bennett. Et là, il est clair que Naftali Bennett a un problème majeur, à savoir que d'abord, il a baissé de 12 à 8 députés. Mais surtout, Naftali Bennett se trouve dans le mauvais parti. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que lui, il a quitté le Likoud. Il était au Likoud avant. Il a pris le parti du foyer juif en autostop, ou eux l'ont pris en autostop. Et lui a des visées nationales. Il veut le portefeuille de la défense, des affaires étrangères. Mais son parti, à lui, est un parti sectoriel religieux qui n'est pas intéressé par ce genre de portefeuille. Son parti veut des portefeuilles tels que la construction, le logement, l'éducation. Et lui n'est pas intéressé. Donc, ce match ne fonctionne plus. Donc, si Naftali Bennett veut accomplir ses visées politiques nationales, il devra revenir au Likoud parce qu'il est vraiment dans le mauvais parti en termes de ses aspirations et de la raison pour laquelle ce parti sectoriel religieux existe. Et donc ça, c'est un problème pour Naftali Bennett et Netanyahou, encore une fois, essaie de voir, effectivement, à mon sens, de faire jouer la menace d'un gouvernement de coalition avec les travaillistes, justement, pour faire baisser les enchères vis-à-vis de Naftali Bennett. Mais en tout cas, on ne saura que dans 2 ou 3 semaines si Benjamin Netanyahou est sérieux sur ses intentions de former un gouvernement d'union nationale ou pas. Effectivement, c'est la question principale. Qu'est-ce que veut Benjamin Netanyahou? Et l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il peut? Et si on s'intéresse à cette dernière question, eh bien Netanyahou peut beaucoup. Parce que ça fait longtemps, à mon sens, que le parti au pouvoir n'avait pas obtenu autant de sièges. 30 mandats, c'est beaucoup.
En tout cas, dans le contexte politique de ces dernières années, c'est beaucoup. Et c'est un succès qui est un succès personnel avant tout de Benjamin Netanyahou. La plupart des députés Likoud lui doivent leur siège et il peut leur imposer un gouvernement d'union. Il peut imposer un gouvernement avec le centre-gauche. Son électorat le suivra parce que c'est pas un électorat qui est forcément très idéologique. Peut-être il y a aussi une partie de l'électorat qui est l'électorat de Naftali Bennett qui a soutenu le Likoud. Mais Benjamin Netanyahou peut tout à fait imposer ses vues. Si vraiment il veut un gouvernement d'union nationale, il pourra l'imposer au cadre de son parti, il pourra l'imposer à l'opinion publique sans aucun problème. Est-ce qu'il le veut? J'aurais plutôt tendance à penser que oui, parce qu'il a conscience des pressions internationales. Il a conscience, bien évidemment, des difficultés du dossier iranien dont on a parlé, mais également des pressions internationales sur le dossier palestinien. On a vu ce qu'a dit Laurent Fabius aujourd'hui sur les nouvelles initiatives françaises à l'ONU sur la reconnaissance d'un État palestinien, et ce genre d'initiatives vont probablement se multiplier au cours des prochains jours et des prochaines semaines, et c'est pas un hasard si on en entend parler justement au lendemain des élections en Israël. Donc tout cela est dans l'esprit du Premier ministre israélien, et ça va peut-être l'inciter effectivement à s'adresser à l'opposition de centre-gauche pour former un gouvernement très large. Vous n'avez pas l'impression qu'il s'est adouci justement sur le dossier palestinien, Netanyahou? Il a annoncé que les taxes seraient reversées. Non, je vais d'abord dire une remarque à ce qu'ils disent et après je vais vous répondre. Bon, en fait, je pense que c'est vrai qu'on a pensé que pour Netanyahou, ça sera très facile de faire cette coalition, tous les partis, et on se réveille et on voit que ça sera très difficile et ça ne va pas se faire dans quelques jours, et tout le monde tire de tous les côtés. Je suis d'accord avec Emmanuel que peut-être, entre guillemets, Netanyahou dit peut-être un gouvernement avec l'Union sioniste, avec d'autres partis, pour faire menace sur Bennett et d'autres personnes, c'est tout à fait ça. Maintenant, déjà aujourd'hui, si on a écouté le discours de M. Netanyahou à la Knesset par rapport aux Palestiniens, tout de suite, il a commencé à dire oui, nous, on aimerait bien, je cite comme je me rappelle, nous, on aimerait bien faire la paix avec tous les pays qui désirent faire la paix. Il commence à se retourner de choses qu'il a dit pendant les élections, mais on voit aussi que Obama et son administration acceptent. D'abord, il faut comprendre je suis sûre qu'aux États-Unis, les choses étaient prêtes avant. Maintenant, il se prend aux choses que M. Netanyahou a dit pendant les élections, et c'est vrai que ça arrange très bien leur programme. Mais il ne faut pas non plus oublier, Obama sera là encore 2 ans comme président. Et déjà aujourd'hui, dans le discours de M. Netanyahou, on a entendu, l'ambassadeur des États-Unis était là à la Knesset, il a dit, M. Netanyahou, les relations avec les États-Unis sont très importantes pour l'État d'Israël. On est très proches et très liés, on est très amis, et comme dans les familles, on peut avoir des divergences, mais cela veut pas dire qu'on n'a pas des liens très forts, et je pense qu'il devra faire des efforts, il n'aura pas le choix. Maintenant, à mes yeux, Netanyahou aimerait bien un gouvernement de droite avec les partis avec lesquels, comme Dror a dit, qu'il peut avoir son influence. Ça sera plus facile pour lui à gouverner un tel de gouvernement. J'ai dit le contraire. J'ai dit qu'il préférerait peut-être un gouvernement d'union. Non, d'accord, pardon. Non, mais moi, d'accord, mais... Je précise également que Obama est au pouvoir pendant 22 mois. De grâce, ne rajoutez pas 2 mois. Oui, 2016. Ok, pardon. Ok, 22 mois. Il est encore là. On n'a plus le temps de continuer, mais en tout cas, on a bien compris. Merci en tout cas, Merir Osman. Merci, Emmanuel Navon. Merci, Dror Even Sapir. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité avec évidemment la